Vers 1700, les habitants de la petite rue de l'Hirondelle, à Paris, s'inquiètent d'un propriétaire aux mœurs étranges. Il y a quelques années, Maître Dumas est devenu brutalement riche. Depuis, il ne va plus à l'église et s'enferme des heures entières dans une sorte de laboratoire secret où même sa femme ne va pas. Tous les vendredis, vers 3 heures de l'après-midi, un horrible petit bonhomme noir vient lui rendre visite. Personne ne connaît l'identité de cet homme. Le 31 décembre 1700, vers 5 heures, la femme de Maître Dumas s'inquiète de ne plus entendre son mari. Quand elle force la porte du laboratoire, la pièce est vide. Maître Dumas s'est volatilisé. La police fait fouiller la maison et sonner tous les murs. En vain. Toute la ville commente cette inquiétante disparition. On en parle même à la cour, où le marquis de Villeray raconte l'anecdote au jeune Louis XV, qui n'est encore qu'un enfant, mais qui sera impressionné au point d'en reparler pendant des mois. 58 ans plus tard, un curieux gentilhomme capte tous les regards de la cour de France. Il se fait appeler comte de Saint-Germain, mais l'on ignore son vrai nom. En a-t-il un, d'ailleurs, lui qui prétend détenir le secret de l'immortalité et posséder quelques dons comme celui de la voyance? Pour ce qui est de l'immortalité, la vieille comtesse de Vergy raconte une étrange histoire. La première fois où le nom du comte a été annoncé, elle a tressauté. Elle se souvenait fort bien d'avoir entendu ce nom-là une 50aine d'années plus tôt, à Venise, où le comte de Vergy était ambassadeur. S'agissait-il du père du comte? Non, de moi-même, lui aurait répondu le gentilhomme qui se souvenait, à son tour, de la belle jeune femme qui était la comtesse de Vergy. Stupéfaite, celle-ci lui lance « Mais vous auriez au moins 100 ans ?» Et le comte de Saint-Germain aurait répliqué « Ce n'est pas impossible, madame, je suis peut-être plus vieux qu'il n'y paraît. » Beaucoup d'histoires de ce genre circulent sur le comte quand on le présente au roi, à Versailles. Louis XV a soudain l'idée de lui soumettre le cas de Maître Dumas, qui est toujours dans sa mémoire. Première surprise, le comte de Saint-Germain demande au roi s'il s'agit bien du Maître Dumas qui habitait rue de l'Hirondelle en 1700, soit 58 ans plus tôt. Le roi est très étonné, mais il insiste. Le comte de Saint-Germain lui avoue sa réticence. « Sire, en dévoilant ce que je sais, je crains de vous exposer à certains dangers. » Le roi, imposant sa volonté, le comte demande un plan de Paris, localise l'ancien hôtel de Maître Dumas et se concentre en paraissant oublier tout ce qui l'entoure. Enfin, il murmure « Sire, les ouvriers qui ont cherché Maître Dumas étaient de très mauvais ouvriers. Dans un angle du laboratoire, près de l'entrée, il y a une trappe dans le parquet. Plusieurs lames mobiles recouvrent l'entrée qui mène à un caveau par un escalier entre plancher et muraille. C'est là que notre homme s'est retiré. C'est là qu'il a avalé une puissante drogue et qu'il est mort. » Le roi l'interrompt. Était-ce bien le diable qui venait le voir? Le comte de Saint-Germain réplique « Je crois plutôt que c'est Maître Dumas qui allait voir le diable. Mais je ne peux vous en dire plus à sa majesté, à moins qu'elle ne se fasse rose-croix. Il y a là de terribles secrets. » Dès le lendemain, poussé par madame de Pompadour, qui protégeait le comte, le roi demandait l'ouverture d'une nouvelle enquête sur cette vieille affaire. Son lieutenant de police criminelle devait effectivement découvrir la trappe dont avait parlé le comte de Saint-Germain, l'escalier secret, le caveau et, enfin, le corps de Maître Dumas,
une coupe près de lui dans laquelle se trouvait encore une boulette d'opium. Tout ce que l'étrange personnage avait dit était vrai, mais qui était-il vraiment? Ses contemporains ne savaient quasiment rien de lui, ni de son pays d'origine, ni son vrai nom, ni même son âge. On trouve seulement sa trace à Londres vers 1743 et à Paris vers 1758. Et les fouilles pratiquées dans son tombeau ont révélé que celui-ci était vide. L'inscription de la pierre continue à nous défier. Celui qui se faisait appeler comte de Saint-Germain et Weldon, et dont on ne sait rien de plus, repose dans cette église. D'où pouvait-il venir? Tout et n'importe quoi devait être dit à son sujet, mais une chose est sûre, le comte de Saint-Germain était à la fois très doué et très riche. Il avait un don certain pour les langues et parlait couramment le français, l'anglais, le hollandais et le russe. Il affirmait en outre parler le chinois, l'hindou et le persan. Sur sa richesse, plusieurs témoignages nous sont parvenus. Quand il commence à faire parler de lui, en 1740, le comte de Saint-Germain a l'allure d'un homme qui aurait entre 30 et 40 ans. Dans les salons de Vienne, ses vêtements attirent l'attention, alors que ses contemporains s'adonnent à la soie colorée et au turban voyant, il ne porte que du noir, sans doute pour rehausser l'éclat des diamants qu'il porte à plusieurs doigts, à son gousset et à sa tabatière. Chez lui, le diamant semble d'ailleurs être une passion. On raconte qu'il en a les poches remplies et qu'il s'en sert comme monnaie. Dans ses mémoires, Madame de Pompadour affirme que le comte de Saint-Germain parvenait à fabriquer d'énormes diamants avec plusieurs petits et qu'il avait le pouvoir de faire grossir les perles. Casanova, qui l'a rencontré à plusieurs reprises, raconte que le comte de Saint-Germain lui a un jour demandé une pièce de cuivre de quelques sols qu'il a posée sur une sorte de graine noire. Il a soufflé dessus avec une pipette en verre et il a posé le tout sur un charbon ardent. Une fois refroidie, la pièce était une pièce d'or. Bien entendu, on pourrait parler d'habile manipulation. Le comte de Saint-Germain avait en société de curieuses manières. Invité à un repas, il ne profitait pas des meilleurs plats et dînait d'eau minérale, ce qui lui permettait de parler du début du repas à la fin et probablement de mieux captiver ses auditeurs. Mais peut-être n'était-il que végétarien, une discipline de vie qui serait tout à fait compatible avec ses pouvoirs paranormaux incontestables.